Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Lecture en Crous pour une nouvelle découverte. Cette fois nous allons partir en Australie, toujours avec Jack London, pour la lecture de sa nouvelle la plus réussie sur l'art pugilistique, Un steak. Un steak, Jack London. Bon voyage vers l'Australie. Avec le dernier morceau de pain, Tom King nettoya son assiette de la dernière particule de sauce farineuse, obtenant ainsi une bouchée qu'il mastiqua lentement et pensivement. Quand il se leva de table, le sentiment d'avoir vraiment faim l'oppressa. Il était pourtant le seul à avoir mangé. Dans l'autre pièce, on avait couché tôt les deux enfants, dans l'espoir que le sommeil leur ferait oublier qu'ils n'avaient pas dîné. Sa femme n'avait touché à rien et jetait sur lui un regard soucieux. Issue de la classe laborieuse, c'était une femme mince, usée, même si son visage conservait les signes d'une certaine beauté passée. Elle avait emprunté la farine aux voisins de palier. Les deux derniers demi-pennies avaient payé le pain. Il s'assit près de la fenêtre sur une chaise branlante qui protesta sous son poids et, d'un geste quasi machinal, porta sa pipe à la bouche et plongea sa main dans la poche extérieure de son manteau. L'absence de tabac lui fit prendre conscience de son geste et, grimaçant de son étourderie, il reposa sa pipe. Ses mouvements étaient lents, presque lourds, comme s'il supportait le fardeau de ses muscles pesants. D'une solide corpulence, l'allure impassible, on ne pouvait guère qualifier son apparence d'avenante. Ses vêtements frustes étaient vieux et râpés. Le cuir de ses chaussures était trop mince pour supporter la lourde semelle qui ne datait pourtant pas d'hier. Sa chemise en coton, une affaire bon marché à 2 shillings, arborait un col élimé et des taches de peinture irrécupérables. Mais c'était le visage de Tom King qui indiquait sans erreur possible ce qu'il était vraiment. C'était le visage du boxeur professionnel typique. Un boxeur avec de longues années de ring derrière lui, et ayant ainsi développé et magnifié tous les signes distinctifs de la bête de combat. Ce visage montrait une expression abattue, et, pour qu'aucun trait ne puisse échapper à l'observation, il était rasé de près. Les lèvres informes dessinaient une bouche excessivement dure, formant comme une plaie dans son visage. La mâchoire était agressive, brutale, lourde. Les yeux aux mouvements lents et aux paupières lourdes étaient presque inexpressifs, sous des sourcils proéminents et broussailleux. Tout bestial fut-il. Le trait le plus animal chez lui, c'était ses yeux. Des yeux assombris comme ceux d'un lion, les yeux d'un animal de combat. Le front fuyant sous des cheveux coupés courts qui révélaient toutes les aspérités d'une tête de malfaiteur. Pour compléter le décor, un nez cassé par 2 fois, diversement modelé par d'innombrables coups et une oreille en chou-fleur à jamais enflée et déformée jusqu'à atteindre 2 fois sa taille originelle, tandis que la barbe, pourtant récemment rasée, perçait sous la peau conférant au visage un teint bleu foncé. Bref, le visage d'un homme à faire peur dans une ruelle sombre ou un endroit isolé. Tom King n'était pourtant pas un criminel, et il n'avait jamais rien fait de répréhensible non plus. En dehors des bagarres assez communes pour la vie qu'il menait, il n'avait jamais fait de mal à personne. Pas plus qu'il n'avait la réputation de chercher des noises. C'était un professionnel et toute sa brutalité combative, il la réservait à ses apparitions professionnelles. En dehors du ring, il était nonchalant, d'un bon naturel, et dans sa jeunesse, quand l'argent coulait à flot, il s'était même montré dangereusement généreux pour son propre intérêt. Il n'était pas rancunier et avait peu d'ennemis. Pour lui, se battre était un business. À l'intérieur du ring, il frappait pour faire mal, pour blesser, pour détruire, mais il n'y mettait aucune animosité. C'était tout bonnement le business. Les gens venaient et payaient pour assister au spectacle d'hommes qui cherchaient à se mettre mutuellement knock-out. Le gagnant empochait la plus grosse part de la prime. 20 ans plus tôt, Tom King avait affronté le Wooloo Cougar en sachant parfaitement que la mâchoire de Cougar, brisée au cours d'un combat à Newcastle, n'était soignée que depuis 4 mois. Il avait pilonné cette mâchoire et l'avait brisée pour la 2e fois au 9e round, non parce qu'il en voulait particulièrement au Cougar, mais parce que c'était le plus sûr moyen de s'en débarrasser et de remporter la plus grosse prime. Le Cougar ne en voulait pas non plus, c'était le jeu. Ils le connaissaient tous les deux et ils y jouaient. Tom King n'avait jamais été un bavard et il restait là, assis à la fenêtre, à regarder ses mains dans un silence morose.
Les veines dilatées et gonflées saillaient sur le dos de ses mains et les jointures de ses doigts, écrasées, martyrisées et difformes, témoignaient de l'usage qu'on en avait fait. S'il n'avait jamais vraiment entendu dire qu'un homme à l'âge de ses artères savait très bien ce que signifiaient ces grosses veines saillantes. Son cœur y avait pompé trop de sang et à trop forte pression. Elles ne faisaient plus leur travail. Il en avait épuisé l'élasticité et, avec cette dilatation, il avait perdu son endurance. À présent, il se fatiguait facilement. Il ne pouvait plus se lancer dans un 20 rounds rapide, tambour battant, ni se battre d'un coup de gong à l'autre, de reprise effrénée en reprise effrénée, ni se retrouver coincé dans les cordes avant d'y coincer à son tour son adversaire et de repartir avec encore plus de rage et de rapidité dans le 20e et dernier round avec la salle debout qui hurle, tandis que lui-même se jette, frappe, plonge et expédie avalanche de coups sur avalanche de coups, recevant en retour une avalanche de coups et, pendant tout ce temps, le cœur qui pompe fidèlement son flot de sang dans les veines adéquates. Les veines, gonflées sur le moment, avaient toujours fini par désenfler, du moins en apparence, car chaque fois, d'abord imperceptiblement, elles restaient un peu plus dilatées qu'auparavant. Il les regardait comme il les regardait ses jointures et sur l'instant, il revit la merveilleuse jeunesse de ses mains avant que la première jointure n'aille s'écraser sur la tête de Benny Jones, également connu sous le nom de la Welsh Terror. La faim se rappela à son souvenir. « Bon Dieu, mais je pourrais pas avoir un morceau de viande ?» grommela-t-il à haute voix en fermant son poing énorme et en étouffant un juron. « J'ai essayé chez Burke et chez Saulet, » répondit sa femme en s'excusant presque. « Ils n'ont pas voulu, » demanda-t-il. « Pas un demi-penny. Et Burke a dit, » murmura-t-elle. « Allez, dis-moi, qu'est-ce qu'il a dit ?»« Ben, comme quoi il pensait que Sandel t'aurait ce soir, et qu'il trouvait que ta cote, était déjà bien généreuse. » Tom King grogna mais ne répondit pas. Il pensait au bull terrier de sa jeunesse qu'il nourrissait de viande à volonté. À cette époque, Buck lui aurait fait crédit de 100 tranches de viande. Mais les temps avaient changé. Tom King se faisait vieux, et les vieux qui combattaient dans des clubs de deuxième catégorie ne pouvaient pas compter sur une quelconque note chez les commerçants. Il s'était levé le matin avec l'envie de manger de la viande et l'envie n'avait pas disparu. Il ne s'était pas entraîné convenablement pour ce combat. C'était une année de sécheresse en Australie. Les temps étaient durs et même le plus petit boulot occasionnel était difficile à trouver. Il n'avait pas eu de sparring partner et son alimentation n'avait été ni des meilleures ni toujours suffisante. Il avait travaillé quelques jours comme terrassier quand il avait trouvé à s'employer et courait autour du domaine tôt le matin pour garder ses jambes et la forme. Mais s'entraîner sans partenaire et avec une femme et 2 gosses à nourrir, c'était dur. Son crédit chez les commerçants avait connu une légère augmentation quand il avait été programmé contre Sandel. Le secrétaire du Getty Club lui avait avancé 3 livres, la part de la prime au perdant, mais avait refusé de faire plus. Par-ci, par-là, il avait réussi à emprunter quelques shillings à de vieux copains qui auraient bien prêté davantage, mais c'était la sécheresse et eux aussi avaient du mal. Non, pas la peine de se le cacher, il ne s'était pas entraîné convenablement. Il aurait fallu une meilleure alimentation et aucun souci. En outre, un homme de 40 ans a plus de mal à se mettre en condition physique qu'un homme de 20 ans. « Quelle heure il est, Lizzie ?» demanda-t-il. Sa femme traversa le couloir pour s'en informer et revint. 8h moins le quart. Ils vont commencer le premier combat dans quelques minutes, dit-il. Un simple test. Après, il y a un combat amical de 4 rounds entre Dealer Wells et Gridley, et un 10 rounds avec Starlight et un de ses marins, là. Or, il y en a pour plus d'1 heure. Au bout d'un silence d'une dizaine de minutes, il se leva. La vérité, Lizzie, c'est que je me suis pas entraîné comme il faut, tu vois. Il saisit son chapeau et se dirigea vers la porte. Il ne fit pas mine de l'embrasser. Il ne le faisait jamais quand il sortait. Mais ce soir-là, elle osa l'embrasser, jetant ses bras à son cou et l'obligeant à se pencher sur son visage. Elle semblait vraiment toute petite contre le torse massif de l'homme. « Bonne chance, Tom, dit-elle. Tu l'auras. »« Ouais, je l'aurai, reprit-il. Il n'y a que ça à dire, je l'aurai. » Il rit, avec le plus de conviction possible, tandis qu'elle se serrait plus fort contre lui. Par-dessus ses épaules, il regarda la pièce vide.
C'était tout ce qu'il possédait au monde, avec un loyer de retard, plus celle et les gosses. Et il quittait tout cela pour aller chercher dans la nuit la nourriture pour sa compagne et ses petits. Pas comme le travailleur moderne rejoignant sa corvée machinale, mais à la manière animale, ancienne, primitive, royale, en se battant pour l'avoir. Je l'aurai, répéta-t-il, mais avec cette fois un soupçon de désespoir dans la voix. Si c'est gagné, c'est 30 billets, et je peux payer tout ce qu'on doit avec un peu d'argent en plus. Si c'est perdu, je n'aurai rien, même pas un penny pour rentrer à la maison en tram. Le secrétaire m'a donné toute la prime du perdant. Au revoir, ma vieille. Si c'est gagné, je reviens direct à la maison. Je t'attendrai, lui cria-t-elle sur le palier. Il y avait bien 3 bons kilomètres jusqu'au Gaiety, et tout en marchant, il se souvenait qu'à son époque glorieuse, il avait été une fois champion poids lourd de Nouvelle-Galles du Sud, il serait allé au combat en taxi, et que très probablement, un de ses plus fervents supporters aurait payé le taxi et l'y aurait accompagné. Ce Tom Burns et cet Américain, ce Jack Johnson, ils se baladaient eux en automobile, et lui, il marchait. Comme chacun sait, une marche de 3 kilomètres, c'est pas le meilleur préparatif pour un combat. Il faisait partie des vieux et le monde ne se conduit pas très bien avec les vieux. Il n'était plus bon à rien excepté les boulots de terrassement, et même là, son nez cassé et son oreille enflée jouaient contre lui. Il se surprit à souhaiter avoir appris un métier. Ça aurait mieux valu au bout du compte. Mais personne ne lui avait dit, et il savait, au fond de son cœur, qu'il n'aurait pas écouté s'il l'avait fait. Ça avait été si facile. Plein d'argent, des combats intenses et victorieux, des périodes de repos et de farniente entrent, et le cortège des admirateurs enthousiasme. Les tapes dans le dos, les poignées de main, les aristos ravis de lui payer un verre pour avoir le privilège de parler 5 minutes avec lui, et puis la gloire, les salles qui hurlent, le final tourbillonnant, le king vainqueur de l'arbitre et son nom dans les colonnes sportives du lendemain, toute une époque. Mais à présent il réalisait à sa manière lente et pensive qu'il avait sorti les anciens. Il avait été la jeunesse en plein essor, et eux, l'âge sur le déclin. Pas étonnant que cela ait été facile. Avec eux, leurs veines gonflées, leurs jointures abîmées et leurs os épuisés par les longues batailles qu'ils avaient menées. Il se souvenait du jour où il avait sorti le vieux Stover Bill au 10e round à Rushcutter Bay, et comment le vieux Bill avait ensuite pleuré comme un bébé dans les vestiaires. Le vieux Bill avait peut-être un loyer de retard. Peut-être qu'il avait sa dame et 2 gosses à la maison, et peut-être que Bill, le jour même de ce combat, avait une envie folle de manger un morceau de viande. Bill avait joué le jeu et avait été sévèrement puni. Il en avait bavé lui aussi et comprenait à présent que ce soir-là, 20 ans plus tôt, Stover Bill s'était battu pour quelque chose de plus important, que le jeune Tom King recherchait la gloire et l'argent facile. Pas étonnant que Stover Bill eût pleuré après dans le vestiaire. Disons tout de suite qu'un homme n'a en lui qu'un nombre déterminé de combats. C'est la règle de fer de ce jeu. L'un peut avoir en lui une centaine de combats difficiles et l'autre une vingtaine seulement. Chacun en fonction de sa constitution et de sa force a un nombre déterminé, et quand il les a faits, il est cuit. Certes, il avait eu plus de combats en lui que chez la plupart, et il avait eu plus que sa part de combats durs et éprouvants, du genre de ceux qui mènent le cœur et les poumons au bord de l'explosion, qui ôtent toute élasticité aux artères, transforment la souplesse lustrée de la jeunesse en muscles noueux, usent les nerfs et les forces, épuisent l'esprit et le corps par des efforts excessifs et éprouvent l'endurance. Certes, il avait fait mieux que tous les autres, et tous ses vieux adversaires avaient disparu. Il était le dernier survivant de la vieille garde. Il les avait tous vus finis et avait même parfois aidé à en finir certains. Il l'avait testé contre les vieux, et il les avait écartés l'un après l'autre, rigolant, quand, comme ce vieux Stover Bill, il pleurait dans les vestiaires. À présent, c'était lui le vieux, et il testait les jeunes contre lui. Il y avait ce type, Sandel. Il était arrivé de Nouvelle-Zélande avec un palmarès derrière lui, mais en Australie on ne savait rien de lui, alors on l'opposait au vieux Tom King. Si Sandel se livrait à une vraie démonstration, il serait confronté à de meilleurs adversaires et pourrait toucher de plus grosses primes. On pouvait donc s'attendre à ce qu'il livre un combat acharné. Il avait tout à y gagner. Argent, gloire et carrière. Et Tom King était le vieux cogneur, grisonnant, qui bloquait l'accès de la renommée et de la fortune. Lui, il n'avait rien à gagner à part 30 livres pour payer le propriétaire et les commerçants.
Tom King marchait ainsi en ruminant quand apparut dans son esprit l'image même de la jeunesse. La jeunesse glorieuse, bondissante, exultante et invincible. La jeunesse aux muscles souples, à la police, dotée d'un cœur et de poumons qui ignoraient la fatigue et se riaient des efforts. Oui, la jeunesse était bien la Némésis. Elle détruisait les anciens, sans se rendre compte qu'elle se détruisait ainsi elle-même. Elle dilatait ses artères et maltraitait ses jointures avant d'être à son tour détruite par la jeunesse. Car la jeunesse est toujours jeune. Seul l'âge vieillit. Il tourna à gauche dans Castlereagh Street avant d'arriver 3 pâtés de maison plus loin devant le Gaiety. Un groupe de jeunes marlous qui traînaient devant l'entrée lui ouvrit respectueusement le chemin et il entendit un dire à un autre « Ah, c'est lui, c'est Tom King !» À l'intérieur, sur le chemin du vestiaire, il croisa le secrétaire, un jeune homme au coup d'œil avisé et perspicace qui lui serra la main. « Comment ça va, Tom ?» demanda-t-il. « Pleine forme », répondit King, sachant bien qu'il mentait et que s'il avait eu un livre en poche, il l'aurait immédiatement échangé contre un bon morceau de viande. Quand il sortit du vestiaire, suivi de ses soigneurs pour descendre l'allée en direction du ring, situé au centre de la salle, un tonnerre d'encouragement et d'applaudissements s'éleva de la foule qui patientait. Il adressa des saluts à droite et à gauche, même s'il ne reconnaissait que quelques visages, les autres étant pour la plupart ceux de gosses qui n'étaient pas encore nés à l'époque où il récoltait ses premiers lauriers sur le ring. Il bondit avec une légèreté sur la plateforme, plongeant entre les cordes pour rejoindre son coin où il s'assit sur un tabouret. Jack Ball, l'arbitre, vint vers lui pour lui serrer la main. Ball était un boxeur lessivé qui n'était pas monté sur un ring comme tête d'affiche depuis plus de 10 ans. King fut content de l'avoir pour arbitre. Tous les deux étaient des anciens. S'il devait malmener un peu les règles contre Sandel, il savait qu'il pouvait compter sur Ball pour regarder ailleurs. L'un après l'autre, les jeunes poids lourds en herbe grimpèrent sur le ring pour être présentés au public par l'arbitre qui annonçait également leur défi. Ball annonça « Young Proto de Sydney Nord défie le gagnant pour un extra de 50 livres. » Le public applaudit, et applaudit de plus belle quand Sandel en personne jaillit entre les cordes pour aller s'asseoir dans son coin. Tom King l'observait avec curiosité, à l'autre bout du ring. Dans quelques minutes, ils seraient tous deux unis en un combat impitoyable, chacun d'eux cherchant de toutes ses forces à faire sombrer l'autre dans l'inconscience. Mais il ne put pas voir grand-chose car, comme lui, Sandel portait un pantalon et un maillot sur sa tenue de combat. Il avait un très beau visage couronné par une tignasse blonde et bouclée, et son cou, musculeux et puissant, laissait imaginer un corps magnifique. Young Proto allait d'un coin à l'autre, serrant les mains, des têtes d'affiche avant de sauter hors du ring. L'annonce des défis se poursuivit. La jeunesse éternelle sautait entre les cordes. Jeunesse inconnue mais insatiable, pour crier à la face de l'humanité tout entière qu'avec sa force et son talent, elle affronterait le vainqueur. Quelques années auparavant, à l'époque glorieuse de son invincibilité, ces préliminaires auraient à la fois amusé et ennuyé Tom King. Mais aujourd'hui il restait là, assis, fasciné et incapable de chasser cette image de la jeunesse. Ces jeunes jaillissant dans l'univers de la boxe, bondissant à travers les cordes et criant leurs défis existaient depuis toujours, et toujours les vieux avaient dû s'effacer devant eux. Ils se hissaient jusqu'au succès en passant sur le corps des vieux. Il en arrivait toujours, de plus en plus jeunes, la jeunesse insatiable et irrésistible, qui, toujours, écartait les vieux avant de devenir eux-mêmes vieux, parcourant le même chemin vers le bas, tandis que derrière eux, les pressant toujours, se dressait la jeunesse éternelle, les nouveaux bébés vigoureux tirant leurs aînés vers le bas, avec derrière eux toujours plus de bébés, et ce, jusqu'à la fin des temps. La jeunesse dont la volonté doit être satisfaite, une volonté qui ne meurt jamais. King jeta un regard vers la tribune de presse et fit un signe de la tête à Morgan, du sportsman, et à Corbett, du referee. Il leva les mains pendant que ses soigneurs, Sid Sullivan et Charlie Bates, lui enfilaient ses gants et les lassaient fermement, surveillé de près par un des soigneurs de Sandel qui observait attentivement les bandes autour des jointures de King. L'un de ses propres soigneurs agissait de même dans le coin de Sandel. On retira le pantalon de Sandel et, une fois debout, on fit glisser son maillot par-dessus sa tête. Tom King vit la jeunesse incarnée, un torse puissant et bien bâti doté de muscles mobiles et s'agitant comme des choses vivantes sous le satin blanc de la peau. Tout ce corps était bouillonnant de vie et Tom King sut tout de suite
que cette vie n'avait jamais exsudé sa fraîcheur par tous les pores douloureux de sa peau au cours des longs combats où la jeunesse paie son dû et qu'elle ne quitte jamais aussi jeune que quand elle s'y est lancée. Les deux hommes s'avancèrent l'un vers l'autre, et tandis que le gong retentissait et que les soigneurs quittaient le ring en emportant les tabourets, ils se serrèrent la main avant de se mettre immédiatement en position de combat. Immédiatement, comme un mécanisme d'acier doté de ressorts en équilibre sur une pointe, Sandel se mit à avancer, reculer et avancer de nouveau, à décochant un gauche en direction des yeux, une droite dans les côtes, expédiant un contre, se dégageant en dansant avec légèreté avant de revenir, menaçant et toujours dansant. Il était rapide et intelligent. La démonstration était éblouissante et la salle hurlait sa satisfaction. Mais King, lui, ne se laissait pas éblouir. Il avait connu trop de combats et affronté trop de jeunes. Il connaissait ses coups pour ce qu'ils valent réellement, trop rapides et trop faibles pour être dangereux. À l'évidence, Sandel comptait emballer le rythme dès le départ. Il fallait s'y attendre, c'était typique de la jeunesse de dépenser ainsi son énergie et tout son talent en révolte sauvage et en assaut furieux, submergeant toute opposition d'une force et d'une volonté sans retenue. Sandel avançait, esquivait, il était là, partout, leste et vif, un miracle vivant de chair blanche et de muscles bandés qui se transformait en une éblouissante machine à attaquer, glissant et bondissant mécaniquement comme la navette d'un métier à tisser. Un millier de gestes tous voués à la destruction de ce Tom King qui se dressait entre lui et la gloire. Tom King subissait patiemment. Il connaissait son affaire comme il connaissait la jeunesse maintenant que la jeunesse l'avait quitté. Il n'y avait rien à faire, pensait-il, qu'attendre que l'autre ait perdu un peu de son jus, et il souriait intérieurement quand il plongeait délibérément pour recevoir un coup puissant sur le sommet du crâne. Cela pouvait sembler bizarre, mais obéissant pleinement aux règles de la boxe. Un individu est censé prendre soin de ses jointures, et quand il s'obstine à frapper son adversaire sur le sommet du crâne, il le fait à ses risques et périls. King aurait pu plonger plus bas et laisser le coup siffler sans dommage au-dessus de lui, mais il se souvenait de ses premiers combats et comment il avait éclaté sa première jointure sur le crâne de Welsh Terror. Il se contentait de jouer le jeu. Ce plongeon coûta l'une de ses jointures à Sandel. Sandel ne s'en inquiétait pas tout de suite. Superbement insouciant, il allait continuer à frapper aussi fort que jamais pendant toute la durée du combat. Mais plus tard, quand les longues batailles menées sur le ring commenceraient à se faire sentir, il regretterait cette jointure et se souviendrait l'avoir écrasée sur le crâne de Tom King. Le premier round fut tout entier à l'avantage de Sandel et la salle hurlait devant la rapidité de ses attaques étourdissantes. Il noyait King sous des avalanches de coups et King ne faisait rien. Il ne frappa pas une seule fois, se contentant de se garder de bloquer les coups, de plonger et de neutraliser son adversaire pour éviter la punition. Il feintait de temps en temps, secouait la tête sous la puissance d'un coup porté et se déplaçait avec nonchalance, sans sautiller, sans bondir et sans gaspiller la moindre once d'énergie. Sandel devait sointer toute l'écume de sa jeunesse avant que l'âge, patient, ne puisse s'autoriser à riposter. Tous les mouvements de King étaient lents et méthodiques, et ses yeux aux paupières lourdes et aux mouvements lents pouvaient laisser penser qu'il était à moitié endormi ou abruti. Mais ses yeux voyaient pourtant tout. Tout au long de 20 et quelques années passées sur le ring, il avait été entraîné à tout voir. Ses yeux ne vacillaient pas, ne chaviraient pas devant le coup attendu, mais observaient et évaluaient calmement la distance. À la fin du round, assis dans son coin pour la minute de repos, il se tenait renversé en arrière, jambes écartées, bras reposant sur l'angle droit des cordes et la poitrine et l'abdomen se soulevaient franchement et profondément, tandis qu'il aspirait l'air dispensé par les serviettes de ses soigneurs. Les yeux fermés, il écoutait les voix venant de la salle. « Pourquoi tu te bats pas, Tom ?» criait Nombre Dentelle. « T'as pas peur de lui, quand même !» Au premier rang, il entendit quelqu'un. Rigidité musculaire. Bon, il ne peut pas aller plus vite. 2 contre 1 sur Sandel, en livre. Le gong retentit et les deux hommes quittèrent leur coin. Sandel fit bien les 3/4 du chemin, impatient de reprendre, mais King se contentait de faire la plus courte distance conformément à sa stratégie d'économie. Il n'avait pas pu s'entraîner convenablement, il n'avait pas suffisamment mangé, et chaque pas comptait. Et puis, il avait déjà marché 3 kilomètres jusqu'au ring. Ce fut une répétition du premier round avec un Sandel qui attaquait comme une tornade et un public indigné qui se demandait pourquoi King ne se battait pas. Hormis quelques feintes et plusieurs coups inefficaces, décochés trop lentement, il se contentait de bloquer, de tempérer et de neutraliser.
Sandel voulait accélérer le rythme, mais King, sagement, refusait de le suivre. Il souriait avec la moue d'un cabossé du ring et continuait à veiller jalousement sur ses forces comme seul l'âge en était capable. Sandel était la jeunesse et il dispensait sa force à tout va avec le généreux abandon de la jeunesse. Pour sa part, King possédait la maîtrise du ring, la sagesse née de combats longs et douloureux. Ses yeux et son esprit observaient calmement et il se déplaçait lentement, attendant que Sandel épuise toute son énergie. Pour la majorité des observateurs, King paraissait désespérément surclassé et il l'exprimait en misant 3 contre 1 sur Sandel. Mais d'autres, plus sages et peu nombreux, qui connaissaient King depuis longtemps, couvraient ce qu'ils considéraient comme de l'argent facilement gagné. Un steak a été publié pour la première fois dans The Saturday Evening Post le 20 novembre 1909. La nouvelle portait comme titre A Piece of Steak. Elle a été initialement traduite par James Graham sous le nom Le Beefsteak et la première parution en français date du 7 février 1914 dans le périodique La Vie au Grand Air. Elle a été traduite ensuite par Louis Postif sous le titre Un morceau de beefsteak et apparue dans la revue Match l'Intrant, c'est l'ancêtre du journal L'Équipe, en janvier 1931. C'est cette traduction qui a été le plus diffusée dans les pays francophones, puisqu'elle a été reprise par exemple dans le recueil Les Temps Maudits 10-18 sous l'égide de Francis Lacassin. En 1950, Suzanne Engelson a publié une nouvelle version française dans Civilisation. En 1993, Bernard Houpner a proposé une nouvelle traduction pour Mille et une nuits avec un nouveau titre plus concis, Un steak. Et enfin, les éditions Libertalia ajoutent leur pièce à l'édifice en proposant une nouvelle traduction de l'américain, signée cette fois par Frédéric Cotton. Ce dernier traduit l'expression « a piece of steak » par un morceau de viande. C'est cette traduction que les éditions Libertalia conservent dans le corps du texte, mais non comme titre, lui préférant le laconique, un steak. C'est donc 6 traducteurs et 4 titres, c'est pour le moins ce que mérite cette saisissante nouvelle, l'une des plus réussies sur l'univers de la boxe. À bientôt pour le prochain épisode de la nouvelle de Jack London, Un steak. Préservez-vous.